Interface, vous nous suivez de partout. Désolé pour ces petits problèmes techniques. Ce sont des choses qui arrivent. Tout au long de cette émission, on va revenir sur ces débats. Ces derniers temps, vous le savez, liés à la peine de mort en République démocratique du Congo. Si cette peine devrait être appliquée aux personnes, voulais-je dire, accusées pour l'infraction telle que la trahison ou bien la haute trahison. Aujourd'hui, on parle même de ces jeunes arrêtés, les Kuluna, à travers plusieurs sorties du ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui à chaque fois, s'il faut le dire ainsi, essaye de menacer ces jeunes en les disant même à Lingala, bino nenge bokanisi, nenge bozabu bokanisi, bokozong alisus, bokepo na libela, tout ça. Est-ce que cela est logique dans une république constitutionnelle comme la nôtre, où tout est prévu par les lois de ces pays, que des décisions comme ça puissent être prises par les autorités du pays, en particulier par le ministre de la Justice. Vous avez suivi même la présidente de l'Amnesty internationale qui avait dénoncé cette manière de faire les choses. Si c'est vrai, on est en train de tuer, de condamner ces jeunes à la peine capitale, à la peine de mort, au moment où certains analystes pensent que c'est la responsabilité du président de la République de prendre l'ordonnance à chaque fois pour fixer les modalités de l'exécution de la peine de mort. Interface, à toutes et à tous, bonjour à toutes et bienvenue. Pour analyser cette thématique, je reçois pour vous Maître Cédric Ntumba. C'est avec lui qu'on va essayer d'aborder toutes ces questions, vraisemblablement d'avoir des réponses. Bonjour Maître Cédric et bienvenue. Bonjour Monsieur Daniel Roland, merci. Alors Maître Cédric, on a déjà abordé avec vous cette thématique liée à l'opération Ndobo, à l'arrestation de Kuluna, lancée par le ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, en collaboration avec celui de la Justice, Constant Mutamba. Mais il y a un autre débat qui s'ajoute ces derniers temps, lié à la condamnation à la peine de mort. Vous suivez la manière de faire du garde des Sceaux, Mutamba, à chaque fois, quand il est devant à ces jeunes, c'est Kuluna arrêté. D'abord, d'entrée de jeu, vous allez faire une analyse du contenu. C'est logique, cette manière de faire les choses. Est-ce que la peine de mort, c'est normal dans des infractions liées, par exemple, au banditisme urbain? Merci beaucoup, Monsieur Daniel Roland. J'ose croire que l'on ne saurait pas mieux appréhender les mesures prises par le ministre de la Justice, la manière dont il impulse sa politique et sa vision au sein du ministère de la Justice, si l'on ne recourt pas à l'historique quelque peu de la peine de mort. C'est vrai que ça pourrait nous prendre tant de temps, mais je serai un peu absolument bref. Alors, pour que je sois d'autant plus laconique, ce serait mieux de dire ceci en des termes simples. C'est que la RDC s'inscrit ou s'est inscrite dans un contexte de constance sur l'abolition de la peine de mort et aussi dans un contexte d'hésitation. C'est-à-dire il y a une certaine hésitation qu'accuse notre État sur l'abolition de la peine de mort, même si en réalité il y a à quelque égard près une certaine constance. Ça voudrait dire quoi? C'est vrai que certains pensent qu'il n'y a pas une étude qui a été bien menée pour comprendre la vie universelle de tout un peuple. De telle sorte que l'on arrive à la conclusion d'après laquelle la population plaide en faveur de la peine de mort. Ou la population, bien entendu, est vraiment pour cette peine de mort. Mais l'opinion publique que l'on attend chercher pour l'abolition de la peine de mort n'est pas à chercher ailleurs, d'autant plus que déjà en 2001, par la conférence nationale souveraine, n'est-ce pas, celle-ci avait bel et bien décidé de l'abolition de la peine de mort. Et aussi par la conférence nationale, bien entendu, de droits de l'homme, qui avait proposé ou de laquelle, n'est-ce pas, était accouchée la Charte nationale des droits de l'homme, il y avait aussi une proposition de l'abolition de la peine de mort. En même temps, les dialogues intercongolais, je crois que c'est en 2002,
avait aussi proposé l'abolition de la peine de mort. Et pour aller encore beaucoup plus loin, je crois que c'est la conférence constitutionnelle de Kisangani qui a été même à la base de la Constitution de 2006, n'est-ce pas? Cette conférence avait bel et bien aussi proposé l'abolition de la peine de mort. Donc, de par ces éléments cités, j'ose croire qu'il y a une certaine constance sur la position de tous ceux qui s'étaient réunis autour de la table, au travers des conférences et autres, pour qu'ils proposent au moins la peine de mort. Et pour aller beaucoup plus loin, la loi de 2006 sur le violence sexuelle, qui prévoit aussi des faits très graves. Dans cette loi, il n'existe pas la peine de mort. La loi en question de 2006 modifie et complète le code pénal congolais, qui prévoit, quant à lui, à l'article 5, la peine de mort. Mais cette loi, pour l'infraction de viol qui a conduit à la mort de la victime, la loi ne prévoit pas la peine de mort. Elle prévoit que la victime sera condamnée à une peine de servitude pénale à perpétuité. Ça voudrait dire que le législateur congolais et la RDC commençaient peu à peu à s'inscrire dans un contexte d'abolition de la peine de mort. Mais la loi que je viens de citer, elle est beaucoup plus sectorielle parce qu'elle ne touche qu'une seule zone. Ce que l'on cherche, c'est peut-être un texte qui serait beaucoup plus de portée générale, qui pourrait en dire mot sur l'abolition ou non de la peine de mort. Parce que, de par l'histoire, nous devrions avoir à l'esprit que la peine de mort a été instituée, ou est instituée, comme je l'ai dit tantôt, par le code pénal congolais et aussi par le code pénal militaire. Mais il faut savoir que le code pénal congolais remonte d'avant 1960. C'est un code qui, je crois bien, c'est un code qui est du 30 janvier 1940. À cette époque, la RDC, non seulement qu'elle n'était pas encore indépendante, mais aussi elle était gouvernée absolument par les colons, par les colonisateurs. Et à un moment donné, pour que les colonisateurs puissent mieux instituer leur système, puissent mieux s'imposer, puissent faire peur ou s'aimer la terreur et l'intimidation dans le chef de ceux qui pouvaient résister contre leur système et les colonisateurs, il était tout à fait de bonne loi pour eux de prendre certaines mesures qui étaient presque draconiennes, drastiques, et qui pouvaient mieux inspirer la peur dans les chefs de résistants. C'est pourquoi ils avaient aussi prévu cette peine de mort. Voyez-vous, monsieur Roland, ça c'est de par l'histoire. Mais même lorsque les colonisateurs sont partis, au regard de résistance qu'il y a eu, au regard de l'acquisition de l'indépendance de la RDC, j'avoue à tout le moins que les élèves avaient fait plus grave que le maître. Je voulais dire par là que le colonisateur qui avait institué la peine de mort, bien qu'il soit parti, le politicien et autres qui avaient acquis les pouvoirs à l'époque après l'indépendance, et aussi ils avaient plus aimé la terreur, l'intimidation. Ils utilisaient cette peine comme leur arme, de telle sorte que tous ceux qui étaient considérés comme de personnes qui s'opposaient contre eux, bref, étaient bel et bien condamnés à cette peine de mort. Mais à mesure qu'avance la politique criminelle de la RDC, j'avoue aussi que la RDC a adopté certains textes internationaux et d'autres textes, bien entendu, nouveaux. En l'occurrence, j'avoue que le code de procédure pénale remonte aussi de 1959. Je crois que c'est le 6 août 1959, si je ne m'en abuse pas. Mais vous remarquerez que le code pénal qui date de 1940, le code de procédure pénale qui date de 1959, ces deux textes n'ont jamais été remplacés par d'autres textes, de telle sorte qu'à dire que la peine de mort est modifiée. Combien depuis l'indépendance de la RDC avons-nous plusieurs textes élaborés, légaux et réglementaires, mais vous n'avez jamais vu un texte au nombre de ceux-là qui a aboli la peine de mort, de telle sorte qu'on ne l'applique pas.
Voyez-vous, monsieur Daniel Roland. Et d'ailleurs, il y a certaines personnes qui, lorsque vous leur posez la question de savoir s'il faut abolir la peine de mort, ils vous disent, comme du reste aujourd'hui, que non, la peine de mort ne peut pas être abolie parce qu'on est un État en guerre, parce qu'on est un État en difficulté, parce qu'il faut aussi attendre que ceux qui seront condamnés à la peine de mort au regard des trahisons et certains crimes de haute trahison qu'ils pourront commettre ou qui ont été commis, qu'il y ait condamnation à la peine de mort et que l'on prenne de mesures appropriées pour la non-résurgence de crimes de nature à être condamnés à la peine de mort. Dans ces contextes-là, M. Daniel Roland, vous auriez donc compris que la RDC n'a pas voulu, je dirais bien, abolir la peine de mort, même si, comme je vous ai dit tantôt, nous sommes dans un système, je dirais, en tout cas, balbutiant, un système qui balbutie entre l'abolition et la rétention de la peine de mort. Sans pourtant avoir une position claire. Exactement. Mais le problème, ce n'est pas sur la prévoyance de la peine de mort dans le code pénal congolais. Les problèmes aussi, c'est sur le mesure à prendre pour qu'il n'y ait pas la résurgence de la criminalité urbaine. Puisque déjà là, M. Constant Moutamba, comme il a dit qu'il faut appliquer la peine de mort, si, je comprends bien. Mais combien de personnes furent condamnées à la peine de mort, mais les nombres de condamnations n'ont pas su réduire sensiblement la criminalité en RDC. C'est cela aussi les problèmes, M. Daniel Roland. Puisque en réalité, la RDC en tant qu'État, nous sommes souverains. La peine de mort n'est pas prise par M. Constant Moutamba. M. Constant Moutamba n'a fait que, je dirais, appliquer, exécuter cette application-là. Parce qu'il veut que l'on applique à tout bout des champs. Et on aurait ouï dire qu'il y a eu 70 personnes. Je n'en ai pas vu les images. Mais il y a eu 70 personnes qui auraient été exécutées, n'est-ce pas, à la peine de mort. Mais j'estime, M. Daniel Roland, que... Excusez-moi, la toux dérange un peu. J'estime que la condamnation à la peine de mort n'en est pas un problème, mais le respect de l'exécution de cette peine, n'est-ce pas, en constitue un véritable problème. Le respect de l'exécution, comme vous le faites allusion, ça doit se passer comment? Est-ce que c'est au ministre de la Justice, le garde des Sceaux qu'il est, c'est lui de prendre des dispositions pour l'exécution de la peine de mort, ou bien ça revient d'une responsabilité du président de la République, comme certains analystes et certains juristes le pensent, c'est le président qui doit prendre l'ordonnance pour même fixer les modalités de l'exécution de la peine de mort. Aujourd'hui, Moutamba prend le courage de dire au Kuluna que ça donne l'impression comme s'il devient souverain. C'est lui qui a les droits de veto maintenant, il a les droits de faire tout ce qu'il veut. Non, en fait, M. Daniel Roland, je voulais à cet effet préciser un élément important. En ce sens que, d'abord à première vue, seul l'État a le monopole de la contrainte légitime. Ça veut dire qu'en réalité, l'État recourt à tout ce qui peut être prévu, considéré aussi d'après lui comme légitime, afin de tarir la source la plus importante de la criminalité. Comme la peine de mort, c'est aussi légitime. Bien entendu, parce que d'autant plus qu'elle est prévue par un texte légal, elle est d'abord légale, mais la légitimité, n'est-ce pas, résulte bien entendu par la reconnaissance et l'acquiescement de la population de cette peine. Je viens de vous dire que la question relative à la légitimité de la peine de mort, sur cette question, la RDC est balbutiante. En tout cas, elle balbutie trop. Sans position. Elle est sans position. Mais à la question de recourir à quelle modalité pour appliquer la peine de mort, je dis que M. Constant Moutamba, moi je prends ce qu'il dit sous deux volets. Le premier, lorsque l'on institue une peine, lorsqu'on pénalise un crime et que le juge venait à prononcer la peine, n'est-ce pas, assortie de ces crimes, enfin en condamnant le délinquant, le ministre de la Justice, M. Daniel Roland, voudriez-vous qu'il fasse quoi? Qu'il vienne critiquer virilement l'œuvre du juge parce qu'il est assorti de la peine de mort, ou il doit normalement promouvoir cette sanction prise par les juges de telle sorte que lorsqu'il en fait des trop sur
la condamnation à être exécutée, le criminel potentiel qui ne sont pas encore arrêtés ou qui le deviendront, ou les criminels qui, n'est-ce pas, commettent aussi les mêmes exactions, le même fait, mais qui n'ont pas encore été décelés par le gouvernement ou par la police ou arrêtés par la police, ils vont déjà avoir peur. Donc moi je comprends bien, dans l'angle de l'inspiration de la peur, de l'exécution à venir, pour justement permettre à ce que ceux qui sont restés, n'est-ce pas, puissent prendre la mesure. Je vous donne un exemple. Lorsque le ministre de la Justice, ce n'est pas lui qui condamne, il n'est pas juge, lorsqu'il arrive à dire que vous, parents, qui êtes parents de ces enfants réputés Koulouna et autres, lorsque ton enfant commet ces Koulouna, commet le crime, n'est-ce pas, renfermant toutes les qualifications contre Koulouna, veuillez les lui interdire. Et si on l'arrête ou il commet les Koulouna, mais il rentre chez vous, vous ne les dénoncez pas, vous serez considéré comme étant complice. Si moi je ne... Excusez, je vois que Constant Moutamba, dans ces contextes-là, il n'est pas juge qui condamne. Même si quand il dit qu'ils seront condamnés à la même peine, je sais très bien que le code pénal congolais prévoit à première vue que les complices seraient condamnés à la moitié de la peine à laquelle serait condamné l'auteur principal. Si, on comprend. Mais lorsqu'il dit ça, pour moi, ça ne m'écoeure pas. Mais j'en suis quelque peu ravi parce que je m'imagine au moins, M. Daniel Rolland, le nombre de victimes que causent ces phénomènes Koulouna dans la cité, le nombre de victimes de cette criminalité urbaine. Et je me dis, si un parent sait au moins, même s'il ne connaît pas à suffisance le droit, mais il sait d'après lui que mon fils, il sème la terreur, il commet ces crimes ici, ainsi de suite avec ses amis, ils partent victimiser les autres personnes. Donc, moi j'en serai victime. Par conséquent, moi j'en serai aussi condamné comme complice. Par conséquent, je dois éviter ça. Et comment faire? Je dois les lui interdire. Si je ne les lui interdis pas, je dois les dénoncer. Alors, imaginons que par le message de Constant Moutamba, il y a un parent qui part à la police pour dénoncer son fils qui ne sait pas arrêter avec ces phénomènes de terroriser la population et autres. Ce serait déjà un point positif. Et si ce sont les paroles du ministre qui influencent aussi le jugement par après, parce qu'il y a à plusieurs reprises où le ministre a interpellé, a essayé d'intimider, s'il faut le dire ainsi, ces jeunes Koulouna avant même que les jugements puissent être établis. En fait, en réalité, bien avant même que le ministre n'intervienne à ces postes-là, je crois, sans prendre sa défense, tout en restant en tout cas objectif, que la peine, il y a une multitude de jugements qui sont assortis, qui condamnent les délinquants à 2 peines de mort. Mais à un moment dans ce pays, Maître Cédric, je vous relance, on nous disait que certains magistrats réclamaient qu'il n'y avait pas des lois spécifiques liées au phénomène Koulouna. C'est pourquoi à plusieurs reprises, quand ces jeunes étaient arrêtés, après quelques jours, ils étaient libérés. En fait, je pense que ça ne peut pas être un motif évident, en ce sens que le phénomène Koulouna en soi, nous les qualifions tel quel. Même si vous remontez dans le cours de sociologie, vous verrez, on vous fait une différence entre un phénomène et un fait. Mais néanmoins, on sait que le code pénal et les lois particulières ne prévoient pas ces phénomènes comme étant une infraction. Ce sont de faits particuliers ou isolés que commettent ces criminels-là et les modalités de leur commission qui permettent aux gens, congolais principalement, de le qualifier de phénomène Koulouna. Les faits isolés qui ne sont pas encadrés par la loi, par exemple. Oh non, non, la loi le prévoit. Je vous donne un exemple. Le meurtre est prévu par la loi. Vous avez une mère qui est allée au marché, au grand marché, il rentre chez lui à la maison, il rencontre le Koulouna en cours de route, qui non seulement la frappe d'un coup de machette en la main amputée, mais aussi ravissent à cette dame les sommes d'argent qu'elle avait. La mère rentre à la maison, mais amputée. Vous avez une autre dame qui a été tuée à l'issue de ces phénomènes Koulouna parce qu'on l'a frappé un coup de machette. Elle est décédée. Alors, diriez-vous, monsieur Daniel Rolland, que
ces faits-là ne sont pas constitués d'infraction, non, le meurtre est prévu par la loi. Mais comme ces meurtres et ces coups et blessures ont été commis pendant une certaine manifestation où les jeunes d'une commune ou de deux avenues distinctes qui ne s'entendent pas, ils commencent à se battre et à l'issue de leur combat, il y a bien entendu de vol de biens qui se commettent. Donc le vol de biens, le meurtre, le coups et blessures et le fait de s'être réunis pour commettre de pareils cas dans la cité, ça s'appelle bien entendu, la bande là, ça s'appelle bien entendu une association de malfaiteurs. Un garçon qui passe sur une avenue, il rencontre un groupe de Koulouna, on l'arrache, les téléphones et son argent sans pourtant lui faire du mal, sans pourtant les blesser, il reste en vie et même ce genre de cas méritent la peine de mort. Maître Cédric Touba. Que je sache, monsieur Daniel Roland, et tout en restant si légaliste que soit, la loi dit la tentative punissable, la tentative est punie de la même peine que l'infraction consommée. Pour mieux utiliser les termes, les infractions tentées ou manquées sont punies de la même peine que les infractions consommées. Ça veut dire que celui qui a posé certains actes, mais qui ont manqué à leurs effets en raison d'une circonstance extérieure étrangère à sa volonté, ne peut pas être condamné. L'exemple que vous venez, doit être condamné. Et c'est lui aussi qui a posé tous les actes. En l'occurrence, les Koulouna, ils quittent chez eux la nuit, ils avaient des machettes, ils viennent pour terroriser quelqu'un et puis lui voler, détruire, gorger, tout ça, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il y aura? Alors, quand ils viennent pour l'égorger, ils vont avoir des instruments à utiliser, monsieur Daniel Roland. Alors, même si le fait commis n'a pas abouti à un résultat quelconque sur la victime, un résultat en termes qu'ils ont lancé les coups de machette, mais ça n'a pas réussi à l'atteindre, quand on les arrête, la loi dit est d'avoir agi ainsi. Même si le résultat, n'est-ce pas, ne s'en est pas abouti, ils doivent être condamnés à la même peine que celui qui avait commis l'infraction dont le résultat avait abouti. Mais seulement, il faut aussi avouer que l'article 18, à moins que je m'en abuse, du Code pénal congolais prévoit que les circonstances atténuantes existent. Ça veut dire le juge peut considérer, n'est-ce pas, les circonstances dans lesquelles les infractions ont été commises et administrer la peine ou prononcer la peine de servitude pénale à perpétuité en lieu et place de la peine de mort. Mais seulement, j'avoue que dès lors que le juge prononce une peine de mort, je vous ai dit ici que le phénomène coule. Monsieur Daniel Roland, lorsque vous faites l'image de nombre de victimes de ces phénomènes Koulouna, de nombre de familles qui ont été victimisées à cause de ces phénomènes Koulouna, dont le parent, père, mère, ont été décédés parfois parce qu'il rentrait à la maison tard et il a rencontré des criminels en cours de route. Vous ne vous direz pas à tout le moins qu'il faut laisser ces gens-là libres. D'ailleurs, je vous le révèle qu'en 1990, monsieur Daniel Roland, il n'y avait pas, les phénomènes Koulouna n'avaient pas une pareille ampleur. En réalité, l'État congolais a fait preuve d'extrême légèreté certainement dans la politique criminelle, de telle sorte qu'il y a eu résurgence de phénomènes Koulouna, tout est allé croissant jusqu'à arriver à ces points. À l'époque, on apprenait que le phénomène Koulouna, c'était dans des communes en tout cas très pointées. Des périphériques. Par exemple, on a Matete, on avait presque Ngaba, Makala, Kaouka, et puis en tout cas quelques communes. Mais actuellement, même à la Gombe, le phénomène Koulouna s'est généralisé, monsieur Daniel Roland. Alors, puisque M. Constant Moutamba venait de dire qu'à un certain moment, on peut risquer, on se réveille un bon matin, on nous prend en otage. Parce que... Comme ce fut l'époque au niveau de l'Haïti. Plus le phénomène Koulouna se perpètre et que l'on ne fait rien, ou on arrête ces gens, mais on les libère parce que leurs familles viennent réclamer leurs enfants en payant de l'argent, la police aussi est complice à la résurgence de ces phénomènes Koulouna, puisque lorsqu'on arrête, on vous dit que non, il n'y a pas de preuves et autres. Certes, parce que parfois la police, lorsqu'elle fait excusez-moi, la nuit, elle fait des patrouilles, elle rencontre ces phénomènes, les Koulouna en train de s'aimer la terreur, la police l'arrête.
cette arrestation, la police ne s'en prend pas sur les victimes. Voyez-vous? Et parfois, les victimes ne savent pas aussi les sorts de ces Koulouna. Mais les policiers avaient bel et bien arrêté ces gens à l'issue du phénomène Koulouna, au moment de la commission de ces faits. Maintenant, lorsqu'ils partent au parquet, le magistrat, pendant qu'il a un dossier avec lui ou qui décrit les circonstances de l'arrestation de ces messieurs, le magistrat dit, écoutez, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de témoin, on doit libérer. Alors, à chaque fois que le magistrat fait ainsi, lorsqu'il le libère, le Koulouna rentre, il va faire encore plus grave que d'origine, que d'avant. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand j'entrerai, je sortirai pas plus que 2 semaines. Il y a un Koulouna qui a dit à l'un des journalistes, j'aurais aussi ouï dire, dans l'arrobiment, Zélo Komona. Donc il sait déjà que ce n'est pas la première fois qu'on l'arrête et il sort. Au ministre de dire, yo kanisi Robima. Donc vous comprenez, monsieur le Roland, qu'avec des gens pareils, par moment on dit, il y a un adage qui, je crois, c'est pas un adage, mais une pensée qui me vient en tête, c'est que un phénomène spécial de mesures aussi spéciales. Donc n'attendez pas que M. Constant Moutamba vienne acclamer des gens pour dire écoutez, ils seront condamnés, non. On sait que la loi la loi du 5 janvier 1973 prévoit bien et bien la procédure de l'exécution de la peine de mort, ou pour exécuter des gens, il faut que le gouverneur puisse aussi désigner la localité à laquelle, n'est-ce pas, l'exécution sera faite. Et puis à part ça, c'est le ministère public qui est presque au tournant de l'exécution. Et un pasteur doit faire la messe, ainsi de suite, tout ça on sait. Et aussi, bien avant que l'on exécute, il faut qu'il y ait un appel, un recours, bien entendu. Voyez-vous, monsieur Roland, c'est-à-dire le prévenu ou le ministère public peut faire appel. Mais pour le ministère public, et en ce qui concerne la peine de mort, le ministère public, il est obligé de faire appel. Et si, à l'issue de ces recours effectués, il n'y a pas, en tout cas, il n'y a pas réformation du jugement, rassurez-vous que les prévenus seront condamnés à mort et que après leur condamnation, viendra bien sûr aussi. Mais pour l'appel, je vous ai dit que c'est obligatoire, mais pour la cassation, la loi n'en dit mot. Et puis, à part ça, même si le jugement rendu en appel ou l'arrêt rendu en appel est un arrêt, je dirais, un arrêt qui prononce ou reconduit la même peine, il faut savoir que le président de la République doit nécessairement en dire mot sur l'exécution. C'est pourquoi la loi... Prendre une ordonnance. C'est là où même les bas blessent aujourd'hui. Beaucoup se posent la question, quand Moutamba parle de l'exécution de toutes ces personnes, de la peine de mort, les gens se posent la question de savoir comment il le fera au moment où, depuis le début de ces procès, le président Tshisekedi n'a pris jusque-là aucune ordonnance pour fixer les modalités de l'exécution de toutes ces personnes condamnées. Comme je venais de vous dire tantôt, monsieur Daniel Roland, que les modalités d'exécution ne sont pas administratives, ne sont pas prises par le président de la République parce que ça existe déjà. Le président prend, n'est-ce pas? Ce n'est que la mesure de la grâce présidentielle parce que la constitution du 18 février 2006, telle que révisée en 2011, reconnaît au président de la République la qualité du magistrat suprême. Ça voudrait dire qu'il est magistrat suprême parce qu'il occupe la charge la plus grande, bien entendu. Parce que aussi, en tant que magistrat suprême, il peut revenir sur la décision de justice qui a été prise en graciant quelqu'un. Donc, c'est pourquoi vous savez que la peine de mort est une peine absolument particulière parce que non seulement qu'elle ne peut pas faire l'objet de remise de peine, encore moins aussi de la libération conditionnelle, mais elle peut au moins faire l'objet de l'amnistie, qui est la mesure qui doit être prise essentiellement par une loi ou par les parlements bien entendu, ou de la grâce présidentielle. Voyez-vous, M. Daniel Roland. D'ailleurs, plusieurs lois d'amnistie aussi prises par la RDC n'ont jamais souffert d'application. C'est pourquoi d'ailleurs je dis que la RDC est dans un système qui balbutie sur la peine de mort. Et donc vous voyez que le procès étant public, le jugement aussi, rassurez-vous, M. Daniel Roland, qu'aucune loi n'oblige à M. Constant Moutamba de publier et dire à la population tout ce qu'il fait, n'est-ce pas, en concourant vers l'exécution de la peine de mort. Tout cela peut rester aussi secret. Mais seulement, j'avoue une chose. Secret pourquoi? Parce que... Donc le président peut aussi prendre cette ordonnance en secret. Alors que les ordonnances présidentielles sont toujours rendues publiques. L'ordonnance présidentielle est rendue publique, certes, mais dans quel contexte?
Ce n'est pas une ordonnance comme un acte réglementaire. Elle ne vient réglementer une situation bien déterminée. C'est un acte qui vient justement, un acte individuel. On condamne M. Daniel Rolland à mort et l'appel, n'est-ce pas, a reconduit la même peine. Le ministère public sollicite du président de la République la grâce présidentielle. Alors, même s'il ne sollicite pas, mais il doit au moins connaître l'avis du président sur l'exécution à venir. Alors, le président de la République, lorsqu'il ne dit mot, en réalité, qu'il ne dit mot consent, M. Daniel Rolland, mais ici, puisqu'il s'agit de la vie, puisqu'aussi la Constitution du 18 février 2006 reconnaît la sacralité de la vie humaine en disant qu'en aucun cas on ne peut porter atteinte à la vie humaine et que nul ne peut, même pendant l'état de guerre ou l'état d'urgence, voyez-vous, M. Daniel Rolland, ça veut dire que dès lors qu'il y a condamnation à la peine de mort, le président de la République, qui est le magistrat suprême, doit nécessairement prendre une ordonnance présidentielle qui gracie son nom. Mais si aussi le président refuse à la grâce présidentielle à vous accorder, rassurez-vous qu'il le dira aussi. Mais dans ces matières, dans ces contextes, ce n'est pas en fait le silence qui prime. Le président doit normalement en dire mot parce qu'il s'agit de la vie humaine. D'ailleurs, j'aurais bien estimé que la grâce présidentielle, M. Daniel Rolland, elle est une mesure absolument, comme je le disais, discrétionnaire. Le caractère discrétionnaire résulte justement de la faculté qu'a le président d'accorder ou non. Mais le plus grand problème qu'il y a avec la peine de mort, c'est que quels sont les critères qui permettent au président, voyez-vous, M. Daniel Rolland, de s'assurer du respect de règles de procédure, du respect de règles gouvernant un procès, à l'issue duquel la condamnation à la peine de mort a été prononcée, de telle sorte qu'il arrive à conclure que telle personne ne mérite pas la grâce présidentielle. Certes, on ne peut pas le lui en vouloir parce que la loi a voulu qu'il en soit ainsi, puisque c'est une mesure discrétionnaire. Mais j'aurais bien voulu qu'à quelque égard près, le président qui ait au moins un critère objectif, de sorte que ceux qui peuvent mériter au moins par leurs méfaits la peine de mort puissent être condamnés et être exécutés ainsi. Et le président de la République au Congo, je vous donne un exemple. Vous savez, à Lubumbashi, à l'époque, je crois bien, le complice des Massassou, qui ont été condamnés à la peine de mort. Vous savez la manière dont ils ont été condamnés, M. Daniel Rolland? C'est que le complice, les complices et les co-auteurs, ils viennent devant le juge. Les avocats, ils estiment pour un procès qui n'a duré que 25 minutes, à l'issue duquel le condamné, n'est-ce pas, le prévenu ont été condamnés à la peine de mort. Pendant 2 ou 3 minutes, les avocats ont réprouvé la compétence de la cour d'ordre militaire, en estimant que cette cour, comme elle était supprimée, c'est-à-dire elle était supprimée en 2003, elle ne pouvait plus continuer à exister et à statuer sur le dossier de victimes de complices des Massassou. La cour d'ordre militaire, M. Daniel Rolland, a, malgré cela, s'est déclarée compétente pour statuer sur les cas. Les avocats de prévenus se sont retirés de la barre. Le prévenu eux-mêmes ont demandé au juge que l'on remette à un jour, de telle sorte que les autres avocats viennent de Lubumbashi pour, n'est-ce pas, plaider en leur faveur. Le juge a refusé. La suspension du procès le procès a été quelques minutes suspendu. Après, le juge revient, oblige les prévenus de comparaître. Le prévenu refuse d'en dire mot. Le ministère public audiencier, qu'est-ce qu'il dit? Monsieur le Président, vous constaterez que, Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président, Monsieur le juge, vous constaterez que le silence vaut un aveu au crime commis. Et les juges se sont retirés, l'affaire prise en délibéré le même jour, l'affaire a été prononcée aussi le même jour et ils ont été condamnés à la peine de mort. Donc, comment dans des contextes pareils, le président de la République peut-il en avoir au moins l'issue en avoir au moins une idée sur l'objectivité du procès, sur la régularité
et le respect, n'est-ce pas, des règles gouvernant le procès. Il va seulement refuser d'accorder la grâce et les gens peuvent être tués ainsi. Donc, moi j'aurais voulu, certes, la peine de mort, comme je vous ai dit, elle répond parfois à la fonction, bien entendu, à certaines fonctions du droit pénal qui permettent aussi à un moment donné que le droit pénal recourt à l'élimination. Puisque, monsieur Daniel Rolland, à la base, ce qui conduit l'idée de l'institutionnalisation de cette peine, c'est qu'avoir plus de mal et plus de mal, plus grave, ou de mots, excusez-moi, plus grave que la société ne saurait y faire face. Ça voudrait dire que pour maintenir parfois l'ordre public, pour maintenir parfois la tranquillité publique, il y a des mécanismes et de mesures auxquels il faut nécessairement y recourir en vue de protéger la population. Donc, comme je vous ai dit tantôt, même si les gens considèrent que l'article 61 de la Constitution dit en aucun cas on ne peut porter atteinte à la vie humaine, monsieur Daniel Rolland, même quand il s'agit de l'état de guerre ou de l'état de siège ou d'urgence, en aucun cas là, monsieur Daniel Rolland, c'est dans un contexte où nous sommes dans une... En fait, excusez-moi, c'est dans un contexte où tout est normal. Dans ces cas aussi, pour vous relancer, quand l'un des articles de la Constitution parle de cette manière, au moment où on a levé cette moratoire concernant la peine de mort, ça veut dire on peut affirmer aujourd'hui que cette moratoire est contradictoire à la Constitution. Dans ces cas, il faut aussi modifier certains articles au niveau de la Constitution pour donner une lumière en ce qui concerne cette moratoire liée à la peine de mort. Exactement, M. Rolland. Sur la question d'ailleurs du moratoire, il faut savoir que le monde actuellement est en train de, en tout cas, d'adopter plus l'abolition de la peine de mort. Puisque même les Nations Unies, avec les 188 États, lors du vote de la résolution sur le moratoire universel, sur la peine de mort, 177 États avaient voté pour. Voyez-vous, M. Daniel Rolland. Et aussi, j'ose croire que la RDC, en 2001 d'ailleurs, le président de la République, Mosé Laurent Désiré Kabila, avait pris, même si on n'en a jamais vu, un moratoire dans ce sens-là. Et puis en 2003, M. Mosé Laurent Désiré Kabila, M. Joseph Kabila avait aussi reconduit. Mais nous avons au moins la ministre de la Justice, bien entendu, Rose Mutombo, qui a levé les 10 moratoires. Ça veut dire que revenir sur la question du moratoire, c'est absolument suranné, cette question. Elle est déjà dans le passé. Peut-être qu'elle vaut, le moratoire vaut que pour, excusez-moi, le moratoire vaut que pour des infractions autres que celles citées dans la circulaire de Madame Rose Mutombo. Parce que Madame Rose Mutombo a cité bel et bien des infractions pouvant faire l'objet de la peine de mort. L'association de malfaiteurs, la haute trahison et autres. Donc vous comprenez, mais... Sans pourtant préciser si des infractions spécifiques liées au banditisme urbain. Non, M. Daniel Rolland, parce que lorsqu'il a dit que le terrorisme, il a cité le terrorisme dans sa circulaire, il a cité l'association de malfaiteurs. Ce sont, en fait, M. Daniel Rolland, les infractions qui se commettent à l'issue de ce que vous qualifiez même criminologiquement de banditisme urbain. Voyez-vous? Donc c'est à l'intérieur de l'association des malfaiteurs. Vous voyez, quand il y a une bande qui se réunit pour mal faire, cette bande-là, vous voyez, M. Daniel Rolland, en se réunissant ainsi, par le simple fait de s'être réunis en bande organisée pour terroriser la population, faire du mal à la population, commettre des infractions, même si ces infractions n'ont pas encore été commises, le législateur congolais a prévu la peine de mort pour le simple fait de s'être contre criminel. Maintenant, M. Daniel Rolland, la question relative aux infractions qui découlent de cette association, ils ont volé, ils ont tué, ils ont fait cela, ça relève bien entendu de l'appréciation du juge qui prendrait cela en compte lors du prononcé de son jugement. Et malheureusement, je veux vous le révéler que en matière de condamnation, M. Daniel Rolland de Koulouna, il y a lieu dès lors qu'il est vraiment établi, ou évidemment établi, que ces gens
sont des Koulouna et qu'ils ont été arrêtés en flagrant délit, ce qu'il y a à faire, c'est quoi, M. Daniel Roland? C'est que le juge doit les condamner. Mais vous voulez critiquer la peine de mort. À quelle peine voudriez-vous que l'on condamne ces gens à partir du moment où... La peine capitale. À partir du moment où, pour toutes les infractions qu'ils ont commises, il y a une seule, d'ailleurs, indépendamment des autres peines, indépendamment, excusez-moi, de résultats atteints ou qui cherchent à atteindre, M. Daniel Roland, il y a l'infraction d'association de malfaiteurs. Cette infraction, M. Daniel Roland, est punie à la peine de mort. Que vous puissiez blesser quelqu'un ou non, rassurez-vous que dès lors qu'on vous arrête en flagrant délit pendant ces phénomènes, vous serez déjà arrêté et condamné à mort. Par le simple fait que vous vous êtes réunis en bande criminelle pour commettre ces crimes et que vous avez été arrêté dans ces contextes, dans ces circonstances-là. Alors, dès lors qu'on vous arrête ainsi, si maintenant il y a d'autres peines, M. Daniel Roland, qui sont assorties des infractions de vol, coups et blessures, ainsi de suite, que fait le juge? Ce que le juge fait, M. Daniel Roland, c'est ce que lui recommande la loi. Parce que le juge est soumis à la seule autorité de la loi. Ça voudrait dire, la loi dit que lorsqu'il y a plusieurs infractions qui sont commises, M. Daniel Roland, par une seule personne ou même par plusieurs personnes, qui sont considérées comme des auteurs ou des co-auteurs, ce que vous devez faire, si ces infractions-là sont punies de la peine d'emprisonnement, vous allez faire la sommation de toutes ces peines de servitude pénale à temps. Et cette sommation-là, la peine qui en résulterait de la sommation, n'est-ce pas, c'est celle à laquelle le criminel sera condamné. Dès lors que la sommation vous permet, ils ont commis les vols, ils ont commis les coups et blessures, ils ont commis plusieurs peines, on prend 5 ans, 6 ans, ainsi de suite. Dès lors qu'il se dégage que la peine, que la sommation de toutes les peines résultant des infractions commises peut entraîner une peine de 30 ans de prison, le juge doit les condamner à la peine de 20 ans d'emprisonnement, justement parce que la fourchette, n'est-ce pas, de la peine de servitude pénale à temps au Congo est de 20 ans. Mais la loi aussi dit, M. Daniel Roland, que s'il y a plusieurs personnes qui ont commis plusieurs infractions à la fois, et qu'il y a l'une d'elles seulement qui est assortie de la peine de servitude pénale à perpétuité, le juge ne fera plus la sommation, M. Daniel Roland, il va condamner à l'unique et seule peine qui serait la peine de servitude pénale à perpétuité. Et je finis pour préciser maintenant une chose sur le phénomène Koulouna, M. Daniel Roland. C'est que dès lors que parmi les infractions commises, il y a une seule qui est assortie de la peine de mort, le juge ne va pas aller outre. Il va condamner à la peine de mort. Et c'est ce qui est fait. La question, c'est que peut-être les criminels qui n'ont pas d'argent pour faire peut-être, pour fixer leur dossier en appel quand ils font appel. Quid des criminels, quand on les condamne, n'est-ce pas, les juges reviennent à la peine qui n'ont pas de moyens. Dernière question, maître, avant de chuter avec l'émission. Ce qui fait débat aujourd'hui, c'est que les gens refusent certainement dans cette manière de faire les choses, de Constant Mutamba, à travers les juges. Vous condamnez ces jeunes, vous les envoyez directement à la prison d'Angenga, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de dire, sans pourtant les laisser l'amabilité d'aller faire les recours. Et si après vous les amenez là-bas, vous les exécutez, vous vous rendez compte, parmi eux, il y avait des innocents. Comment faire pour réparer les préjudices causés? Exactement, M. Daniel Roland. C'est le cas, il y a quelque chose, on est tenté de dire ici, d'ailleurs, lui-même, le ministre, lors d'un briefing, il a répondu, on parle aujourd'hui d'un jeune trompettiste de l'église Armée d'Issali qui a été arrêté et puis acheminé à la prison aujourd'hui, dont ses parents, à travers l'avocat de la famille, sont allés pour faire les recours. Aujourd'hui, dans ce genre de cas, si par exemple, c'est arrivé que ces jeunes-là étaient tués, après, vous vous rendez compte, ce n'était pas vraisemblablement un Koulouna, mais c'est un jeune, un trompettiste d'une église comme ça. Vous faites quoi pour réparer préjudice? En tout cas, la question, c'est une question qui remet en cause la peine de mort au regard de son caractère irréversible. En ce sens que lorsqu'on tue, on ne saura pas réparer. On ne saura pas réparer en
donnons une autre vie. Mais j'avoue aussi, en me plaçant dans le contexte congolais, Monsieur Daniel Roland, le criminel qualifié de Koulouna, tous les jours qui passent, ils n'ont pas que le phénomène Koulouna comme travail. Ça veut dire qu'ils exécutent, n'est-ce pas, certains travaux manuels dans leur quartier. Il y a d'autres qui sont des chariomènes, il y a d'autres qui sont des vendeurs, d'autres qui sont des coopérants. Et ils se réunissent parfois le soir avec les mêmes amis pour opérer. C'est pourquoi M. Constant Moutamba a dit qu'ils vont vérifier les cas. Si cela s'avère vrai ou évident, ils vont nécessairement relaxer le monsieur. Mais le problème, c'est que la relaxation se passera de quelle manière? Au moment à partir duquel M. Constant Moutamba ne saurait prendre par voie d'arrêté ou quoi que ce soit, la libération conditionnelle du monsieur. Au moment où aucune remise de peine ne peut être faite, le monsieur qu'on appelle, qui joue le fanfare, semble-t-il, excusez, les jeunes de l'armée du Sahel. Ces messieurs-là, comment seraient-ils libérés? Comme je vous ai dit, il y a deux choses. Soit M. Constant Moutamba, c'est pour monsieur, parce que les erreurs judiciaires ne manquent jamais. Parce que l'erreur est humaine. Parce que aussi, la peine de mort est irréversible. Il faut avoir les yeux d'argu sur l'appréciation factuelle. Sur l'appréciation, bien entendu, je vais dire, de fait qui conduit à la condamnation à la peine de mort. L'avocat, comment a-t-il plaidé devant le juge? Bref, ces cas peut être un cas qui peut au moins faire revenir les autres à la raison. Mais néanmoins, M. Daniel Roland, ça ne nous exclut pas à considérer les autres Koulouna qui étaient réellement condamnés. Donc, comme je vous ai dit, et je vous ai bien précisé, que les Koulounaires n'ont pas que les Koulouna comme travail. Il y a de ceux-là, M. Daniel Roland, qui sont des chailleurs, de vendeurs. Lorsque vous l'arrêtez maintenant là, sa famille, leurs familles viendront dire non, notre fils vend telle chose. Et si vous vérifiez la vente, vous retrouverez que c'est bon. Il y a un monsieur que je connais, arrêté parce que la police faisait la patrouille. La police a retrouvé le monsieur parmi les Koulouna parce qu'il dort dans la même maison que les Koulounaires. Mais qu'est-ce que la police a fait en les arrêtant? On les a transférés à Makala, mais heureusement, il était sorti. Donc, bref, M. Daniel Roland, vous auriez compris que la seule possibilité de faire libérer les messieurs de ces jougs, c'est justement, soit on procède par la grâce présidentielle, soit on procède par, on ne l'exécute pas, mais on le met en prison, on attend le pouvoir en cassation, puisqu'on suppose qu'avant toute exécution, il faut normalement que le juge d'appel puisse en dire mot et que les présidents aussi puissent en dire mot. Donc, M. Daniel, vous auriez compris que la peine de mort... Vous concluez directement l'émission, maître. La peine de mort est en tout cas, c'est le dernier rempart de peine auquel l'État peut recourir pour tarir la source la plus importante de la criminalité. Même si le statut de Rome n'a pas prévu cela, je crois à suffisance de conviction que l'article 80 du même statut de Rome donne aux États partis le pouvoir d'appliquer comme, n'est-ce pas, ils l'ont prévu dans leur législation interne, les peines qu'ils ont prévues. Parce que même la loi du 31 décembre 2015 portant mesures d'application, portant application bien entendu du statut de Rome, cette loi pour tous ces crimes prévoit que la peine de mort. Donc nous sommes dans un système absolument balbutiant, mais je considère, vous serez aussi d'avis avec moi, qu'au regard de cette montée en puissance du phénomène Koulouna, M. Daniel Roland, l'État doit prendre une mesure nécessaire. D'ailleurs, l'expédition de Koulouna vers Angenga et Boulot s'est avérée presque, je dirais, inefficace en raison justement de
cette résurgence du phénomène Koulouna. Et il faut prendre une mesure. La mesure, c'est que la peine de mort, bien qu'elle soit irréversible, lorsque la mère de Daniel Roland a été tuée par les Koulouna, moi je l'ai su, qu'il a été tué par les Koulouna, vous pouvez comprendre combien la vie de cette mère ne saurait aussi être réparée par les mêmes Koulouna. Et l'État doit-il faire quoi? Doit aussi rétribuer. Donc j'ose croire que je me limite là. Maître Seydou Ntoumba, doctorant et juriste, merci d'avoir répondu à toutes nos questions, surtout à notre invitation. C'est un réel plaisir de passer chez vous avec toutes les analyses, surtout la clarté et la vérité scientifique que vous avez fait à cette émission, maître. Je peux peut-être ajouter un dernier mot, M. Daniel Roland, c'est que le gouvernement devra éviter à ce que la peine de mort soit utilisée comme étant un instrument à des fins politiques pour écraser les faibles financiers, les faibles, n'est-ce pas, politiques. Et j'ajoute aussi que M. Constant Moutambaki veut reconduire, en fait, élargir la peine de mort à certaines infractions. Il faut d'abord avouer, déjà, si l'on ne parvient pas à sanctionner M. Roland, les Koulouna en cravate, pour des peines d'emprisonnement qui y sont assorties, à plus forte raison, lorsque vous assortirez les peines, les infractions de détournement et autres de la peine de mort. Qui peut le plus, peut le moins. Mais déjà avec des petites choses, on ne parvient pas à les faire. Kazadi, Léou et les autres là. Maître Seydou Ntoumba, merci, c'est un réel plaisir de passer cette émission avec vous. Après Interface, vous allez suivre Jonas Champa à la présentation de l'école des communicateurs. C'est un réel plaisir pour moi, une fois encore, de vous présenter cette politique sur l'antenne de votre chaîne. On se retrouve le lundi prochain pour le premier numéro de la semaine. Restez amoureux de l'excellence et du professionnalisme que veut la République. Vu l'RDC, la rediffusion de cette émission, c'est à partir de 16h, mais aussi à 22h. Restez-nous toujours fidèles.